Donc, bonjour à tous. Euh, donc on est dans le numéro 2 de l'atelier astrophysique. Alors bon, c'est bien un grand mot, mais bon, on essaye de parcourir les différents aspects techniques et donc physiques de ce qui nous intéresse, à savoir l'astronomie. Donc ça va se dérouler en deux parties. Au début, je voulais le faire en une seule, mais je pense que ça serait un petit peu long. Donc il y aura une partie, la première partie sera sur les montures, donc, comme vous avez pu voir tout autour de vous, et une deuxième partie ensuite sur les optiques, différents types de télescopes qu'on peut rencontrer, et les particularités et surtout l'intérêt qu'ils peuvent nous en amener. Alors l'éternel dilemme, bien sûr, pour tout astronome qui veut acheter un instrument. Une lunette, un télescope, une monture allemande, une monture à fourche. On fait du visuel, de l'astrophoto, du planétaire, du ciel profond. Ça fait pas mal de questions déjà pour quelqu'un un néophyte qui connaîtrait rien. Forcément, ça devient tout de suite très compliqué. Alors la première chose, c'est que pas d'instrument sans monture. Voilà, on va essayer. Alors voilà comment se déplace le ciel dans la nuit. Alors évidemment, si on prend une paire de jumelles, il faut suivre le mouvement des astres, qui compense le mouvement de rotation de la Terre, bien sûr. Alors comment se repérer? On va commencer avec le système des montures azimutales, qui est le système le plus simple, avec des avantages et des inconvénients. Donc les avantages, c'est que c'est simple. C'est local, c'est-à-dire que à l'endroit où on est, on peut pointer n'importe quel objet dans le ciel sans trop de problème. C'est facile à réaliser pour les bricoleurs et c'est peu coûteux. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de point fixe dans le ciel. Les objets bougent par rapport au référentiel qui est la voûte céleste. Et en plus, même si on arrive à suivre, il y a une rotation de champ qui se produit au niveau de l'oculaire, qui fait que si on veut faire des photos, progressivement, le champ tourne sur l'axe du télescope. Et donc, en fait, quand on veut suivre un objet, par exemple avec des montures manuelles comme ça, en fait, on est obligé de faire bouger deux axes en même temps. Donc, ça rend les choses assez compliquées. Alors, ici, là, on voit un petit peu. En fait, on peut se décaler soit en azimut, soit en hauteur. Et puis, en fait, pour une monture manuelle, il n'y a pas tellement d'autres choses à en dire. Allô ? Voilà. Alors, voilà ce que ça donne en mouvement. En fait, on voit que les astres se déplacent, mais le référentiel, lui, reste immobile. Donc, c'est en fait ça le gros problème. Alors voilà quelques montures azimutales. Donc, ici, on a la monture simple, manuelle, avec les flexibles. Ici, on a un système bricolé. J'avais fait dans le temps, j'avais fait un télescope un petit peu dans le même esprit. On m'avait donné un miroir et puis un primaire et secondaire, et puis j'avais fait un bricole comme ça. Et c'était très efficace pour faire du visuel. À condition de savoir où sont les objets et puis de pouvoir les pointer correctement. Ensuite, on a le classique Dobson, qui présente l'avantage d'être simple et relativement facile à déplacer, et
avec lequel on peut utiliser des grandes optiques, ou des petites, comme celui qui est là-bas. Mais bon, il y a des gens qui ont des Dobson de 500-600 mm de diamètre, et qui chargent ça dans leur voiture. Alors maintenant, on va parler d'un autre système qui est en fait une déclinaison de l'azimutal, qui est l'altazimutal. À savoir, en fait, c'est un mode azimutal, mais piloté par un système informatique, qui lui va permettre de suivre, en fait, selon deux axes, le mouvement de la voûte céleste. Et donc ça a l'avantage de ne pas être obligé de corriger manuellement. Alors, bon, ici on a un système Dobson. Ici on a un système comme le Nexstar qui est là-bas. Et ici on a une monture alta-azimutale. En fait, cette monture elle est un peu particulière parce qu'elle peut faire et azimutale et équatoriale. En fait, en fonction azimutale, on peut lui mettre deux instruments et donc faire une sorte de grosse paire de jumelles. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une rotation du champ qui se produit au niveau de la sortie optique. Et alors, en fait, on peut utiliser, pour compenser ce problème-là, ce qu'on appelle un dérotateur de champ. Alors, en fait, c'est un objet qui est quand même très cher et qui est généralement monté sur des gros télescopes alta-azimutales. Bon, là, je vous montre un télescope d'observatoire, mais on peut monter ça aussi sur des instruments de type C14. Enfin, voilà. On ne monte pas ça sur un petit 115, sur des petits instruments à nous, même comme ça. Alors, le principe est simple, c'est qu'en fait, le système en fait, calcule en permanence la différence entre le repère azimutal et le repère équatorial. Et en fait, ça permet de piloter le télescope pour qu'il compense le mouvement de rotation de la Terre. Alors maintenant, on va passer aux coordonnées équatoriales. C'est quelque chose qui, en général, nous intéresse un peu plus. Alors, je vais vous montrer le déplacement. Voilà. Donc là, on voit que en fait, le référentiel, il suit le mouvement des astres, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour pouvoir se repérer. Alors le principe est assez simple, c'est qu'en fait, on aligne un des axes du télescope sur l'axe de rotation de la Terre. Ce qui permet en fait de suivre ce référentiel, d'avoir plus quasiment qu'un seul axe à bouger pour pouvoir pointer tel ou tel objet. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Alors, l'axe horaire ou ascension droite, ou encore l'axe alpha, et l'axe de déclinaison, donc l'axe delta. Alors, l'axe alpha il est là, et l'axe delta il est là. Pour vous montrer à quoi ça correspond. Il y en a un qui est comme ça. Il y en a un qui est comme ça. C'est l'axe. Il appelle comment? Alpha. Alpha. Il appelle alpha. Comme ça que ça tourne. Et l'autre, pendant l'autre aussi, c'est en déclinaison. Pardon. Enfin, il y en a un qui tourne comme ça et l'autre tourne comme ça. Ce qui s'appelle ERA, c'est tu l'as appelé ascension droite, c'est ce qu'on trouve des fois, il y a marqué ERA sur les notices. C'est en anglais. Right. Voilà. Alors voilà le système de coordonnées équatoriales. En fait, il faut savoir que c'est en fait comme le système de coordonnées sur Terre, à ceci près que le point 0 n'est pas le point de Greenwich, mais en fait le croisement entre l'écliptique et le point équatorial. Ce point, on l'appelle le point vernal, qui est noté ici.
Et donc ça, en fait, ça correspond au point zéro en ascension droite. C'est-à-dire que si par exemple on pointe un télescope sur une étoile connue, on connaît les coordonnées, on met les coordonnées par exemple sur les anneaux qui se trouvent sur les montures, et si on revient à zéro, ben on sera au point vernal. Donc il est soumis à la précession des équinoxes et à la nutation. Et donc l'équateur céleste est une projection de l'équateur terrestre. Alors, j'en parlerai de ça, plus en détail. J'y viens. Donc la précession des équinoxes, en fait, c'est provoqué par un effet de marée du couple Soleil-Lune, avec une période de 26 000 ans. Alors, 25 des brouettes. Donc, en fait, l'axe de rotation de la Terre n'est pas parfaitement fixe. Mais bon, à l'échelle de 26 000 ans, pour nous, c'est assez négligeable. Bien que, quand même, il faut refaire l'orientation pour ceux qui sont en fixe de temps en temps. Et aussi pour une autre raison qu'on va voir tout de suite, qui est la nutation. Alors lui, par contre, il a une période beaucoup plus courte, de l'ordre de 18 ans, avec un écart qui peut aller de plus ou moins 9 secondes d'arc. Donc à régler quand même de temps en temps, même pour les gens qui sont en fixe. Donc on peut voir ici en fait le mouvement sinusoïdal de la nutation, accompagné de la précession sur 26 millions. Alors voilà quelques différents types de montures équatoriales. En premier, on a la monture à fourche, qui est une monture qui était très utilisée dans le temps sur les petits télescopes. Il est beaucoup moins maintenant, à part sur les télescopes type Nexstar. En fait, c'est un système à une seule fourche. Mais autrefois, les Célestrons ont été très connus pour ça, et NID aussi. Maintenant, je pense qu'ils n'en vendent même plus des montures comme ça. Ensuite, il y a la monture allemande. Donc ça, c'est toutes les montures équatoriales que vous avez là, ce sont des montures allemandes. Exact. Donc on va rentrer dans le détail. Ensuite, vous avez la monture type fer à cheval. Notamment, ça c'est celle qu'on retrouve à Puy-Michel, pour ceux qui connaissent, qui ont connu l'observatoire. Ici, monture à berceau. Ça, c'est un amateur qui a fait ça. De mémoire, ça doit être un 400 ou un 500 mm, je ne sais plus. Ensuite, on a la monture anglaise. Donc ça, c'est pareil. Là, il y en a un amateur qui a fait une jolie monture. Mais c'est des choses qui sont plus... Enfin, on fabrique de moins en moins nos montures parce que la précision d'usinage que ça demande, et puis maintenant avec les systèmes Goto, ça devient plus compliqué. Il faut être à la fois très fort en mécanique et aussi en électronique. Donc c'est vrai aussi que ça s'est beaucoup démocratisé avec les montures, notamment Skywatcher, qui ont des performances très intéressantes à des prix. Même si on fabrique la monture, on va très vite retomber sur des prix au moins similaires, si pas plus. Même c'est souvent, si on veut faire mieux, c'est plus. C'est sûr. Donc on va revenir sur les montures allemandes, parce que c'est ce qui est le plus utilisé par tout le monde. Donc ici on a le premier système. Alors c'est effectivement une monture équatoriale, mais en fait elle n'est pas motorisée. C'est en fait ce système-là, mais sans les moteurs. Un peu comme celle qu'il y a dans la salle du club là. Et donc en fait, il faut pointer son objet, puis ensuite il faut continuer à tourner la section droite pour pouvoir suivre le mouvement des astres. Ensuite, on a des montures, alors similaires à celle-ci, mais motorisées. Alors ça se fait de moins en moins, mais ça existe encore. C'est ce qu'on a là en fait. C'est-à-dire que
on pointe manuellement, et ensuite on lance le système de motorisation pour compenser le mouvement de rotation de la Terre. Alors en observation visuelle, ça peut être pas mal, parce que ça évite de recaler le télescope à chaque fois. En astrophoto, c'est pas du tout assez précis pour pouvoir suivre parfaitement la voûte céleste. Alors ensuite, je vous ai mis deux montures de type Goto. Je vous indique aussi les tarifs, parce que je pense que ça intéresse peut-être quelques personnes. Donc il y a la monture HEQ5, donc avec une charge maxi de 15 kg, pour un prix aux alentours de 1000 €. Et ici une EQ6 Pro Goto, donc c'est la même que celle-ci. Alors maintenant elles sont plus faites sur ce modèle-là, c'est la REQ6 ou EQ6R, je sais. En fait, la différence c'est que la rotation se fait par un système de courroie ou d'un système de pignon. La rotation de la vis sans fin. Ces deux montures ont un système de pointage qui est tout à fait précis et tout à fait intéressant, parce que non seulement on a le pointage automatique, mais on peut aussi faire de l'autoguidage, c'est-à-dire faire un suivi très précis des étoiles. En fait, ce qui les différencie surtout, c'est le poids de l'instrument qu'on va pouvoir mettre dessus. Là, il donne 15 kg max. Alors, quand il donne 15 kg, c'est en fait ce qu'on appelle en visuel. C'est-à-dire qu'en astrophoto, il vaut mieux privilégier, je pense, en dessous de 10 kg. Et ici, pour le Q6, il donne 20 kg. Je pense qu'il ne faut pas trop dépasser 15 kg. Après, il y a des solutions. Moi, je le connais un petit peu parce que mon télescope est un peu comme moi et il est un petit peu en surcharge. Et il existe des solutions qui permettent de pallier aux problèmes de suivi dû au fait que l'ensemble est très lourd et que la mécanique a un peu de mal à suivre. Mais bon, je peux revenir dessus si certains le souhaitent. Je vais revenir sur la monture EQ5 parce qu'en fait il existe deux types de montures EQ5 à ne pas confondre. La NEQ5, donc il y a une charge maxi de 10 kg. Là-dessus, en fait, vous mettez un 200. S'il y a une mouche qui se pose dessus, il est plus équilibré. Enfin, j'exagère un peu, mais pas le tout. Et ensuite, il y a la HEQ5 qui, elle, est beaucoup plus costaud, avec une fabrication beaucoup plus intéressante pour pouvoir faire de l'astrophoto. Voilà, c'était juste pour pas que certains d'entre vous sortent de là et puis tapent EQ5 sur internet et puis achètent celle-ci. Moi j'ai eu l'occasion de voir une personne qui en avait une et franchement c'était assez imbuvable. Il faut vraiment que l'équilibrage du télescope soit fait parfaitement et dès qu'on rajoute on change d'oculaire, on veut mettre un appareil photo, ça change le poids et il n'y a plus rien qui... Bon, ceci dit, l'équilibrage, il faut le faire avec l'appareil photo. Allô. Alors le Goto, on va détailler un petit peu ce que c'est. Alors il permet un pointage automatisé des objets, alors soit avec une raquette, soit avec un PC, ou encore avec une tablette, avec le système Raspberry. C'est dommage que Julien ne soit pas là parce que lui il a mis ça en œuvre et ça a l'air vraiment pas mal. Surtout pour les gens qui sont ce qu'on appelle en nomade, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un télescope fixe. Du coup ça évite de trimballer un ordi et tout le bazar comme j'ai là. Après ça offre pas tout à fait les mêmes performances quand même. La raquette CineScan, c'est ce qu'on retrouve quand on achète une monture. En fait, elle est livrée avec la raquette. Donc on peut pointer les objets sans trop de problèmes. Il faut faire ce qu'on appelle un alignement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a aligné la monture avec l'axe de rotation de la Terre, en fait, on va lui donner un certain nombre d'étoiles qu'on va pointer. On va lui dire, voilà, l'étoile, elle est là. Et c'est ce qui va permettre, en fait, au télescope de se repérer précisément pour aller chercher des objets qu'on ne voit pas.
qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et du coup on ne peut pas pointer manuellement. Enfin, on peut les pointer, mais c'est après une autre technique. Alors, faut faire attention quand on achète une monture équatoriale, enfin une monture Goto, qu'elle soit équatoriale ou non. C'est la compatibilité avec les drivers ESCOM. Et également, alors ça c'est à titre personnel, c'est moi qui trouve ça, c'est que en fait, la plateforme QMod, c'est un outil qui est très puissant, mais qui n'est pas utilisable, par exemple, chez Celestron, on n'arrive pas à utiliser cette plateforme. Ça passe par Ascom, mais en fait, on n'arrive pas à le faire passer par QMod. Là-dessus, Fred pourra en dire plus que moi, parce qu'il est un Celestron, et puis parce qu'il s'est bien battu avec pour arriver à maîtriser la bête. L'intérêt du système avec PC, c'est qu'en fait, on peut travailler avec des logiciels de carte du ciel, alors que ce soit carte du ciel, ou que ce soit C2A, ou comment il s'appelle l'autre, Stellarium. La plateforme QMod, il y a énormément d'outils dessus qui permettent de faire tout un tas de petites actions très intéressantes, notamment de pouvoir modifier la vitesse de rotation du suivi. Si votre monture au départ n'est pas super bien calibrée, ça vous permet de vraiment aller chercher la bonne vitesse. Et ensuite, il y a aussi l'utilisation d'un autoguidage avec PHD2, qui est tout à fait possible avec ce système-là. Alors on va parler en deux mots des montures gros format. Donc au club, il y a deux montures au moins qui sont là-dedans. Il y a Thierry qui a celle-ci là, Thierry, qui est une monture qui est vraiment très très bien. Elle a une charge maxi de 27 kg, donc ça commence à être déjà. On a la possibilité de mettre des instruments. Moi je pourrais mettre le mien sans qu'il soit en surpoids. Alors le tarif de base en fait de cette monture il est de presque 2000 €. Tout est très bien fait dessus. Les câbles USB passent à l'intérieur de la monture, etc. etc. Par contre, elle existe en deux versions. Il existe une version avec des codeurs beaucoup plus performants qui permettent d'avoir un suivi beaucoup plus fin. Et là, on double le prix quasiment. On est à 3000 et quelques euros. Donc en fait, ça revient quasiment à la monture Q8, donc on a pour le C14. Là, on a une charge maximum de 50 kg. Alors, il ne faut pas lui mettre 50 kg, hein, mais si on lui met 20 ou 30 kg, on a vraiment une monture qui est bien faite et assez précise. Ensuite, on a un autre système. C'est un peu le type de monture qu'on voudrait mettre si on fait le projet OpSlim. Alors la particularité de ce système-là, c'est le système Direct Drive. Alors je vais y revenir tout à l'heure. Mais là, bon, on est sur des charges au-delà de 100 kg en fait. Là, pour celle-ci, c'est 250 kg, mais on en trouve des moins grosses que ça. Alors je reviens rapidement sur les montures à fourche. Donc, comme je disais, les montures à fourche ont été utilisées pas mal sur les Célestrons et les MID pendant une période. Il n'en reste pas moins que ce type de monture-là est toujours vendu pour monter des gros télescopes en fixe. En général, je crois que ça commence à 400 mm. Mais bon, les tarifs sont bien. J'ai même pas mis d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui fait ces différences de prix? En fait, d'abord, il y a la rigidité globale de la monture, son architecture, et puis le type de matériau qu'on utilise pour la créer. C'est vrai que si on utilise de l'acier, ça va être beaucoup plus rigide que si on utilise de l'aluminium, a fortiori si on utilise des matériaux plus tendres.
faut savoir que la plupart des montures amateurs sont en aluminium. Les montures Ioptron, par exemple, la monture que je vous ai montrée tout à l'heure, la CEM60, on se dit, tiens, elle n'est pas très chère pour le prix, c'est vrai que 27 kg, c'est pas mal. En fait, quand on analyse un peu les choses, on voit que la roue tangente vis sans fin, c'est-à-dire cette partie-là, la partie qui assure le suivi de la monture, en fait, la roue tangente, elle est en aluminium, ce qui est un matériau tout à fait... Enfin, dans les métaux, c'est un des matériaux les plus tendres qui soit. Donc à voir pour la durée de vie, si on la contraint trop, je pense que les problèmes peuvent arriver assez vite. En général, les roues tangentes de bonne qualité sont en bronze. Après, le problème de ce système-là, c'est qu'en fait, si vous avez le moindre défaut de concentricité au niveau de la vis par rapport aux axes, ou au niveau de la roue tangente par rapport à l'axe central, en fait, ça va vous créer ce qu'on appelle une erreur périodique. C'est-à-dire qu'à chaque tour, en fait, le télescope va se décaler un petit peu, et donc recompenser son erreur quand il va revenir au point zéro. Et ça, c'est un problème qui est inhérent à ce système-là. Et en fait, pour m'être renseigné un petit peu sur la question, c'est beaucoup dû alors, à la mécanique du système, qui est très très chère quand on veut vraiment de la mécanique de haute performance. Et il y a une autre chose qui est chère aussi, c'est les roulements. Parce qu'en fait, un roulement de 40 mm, si on va sur 1, 2, 3 roulements, ça coûte 2-3 euros. Seulement un roulement de très bonne qualité pour avoir un centrage parfait, ça coûte 800 euros. Donc comme il en faut au moins 5 ou 6, ça pique très très vite. Alors il y a Avalon qui a trouvé un système assez intéressant, pour moi que je trouve intéressant. C'est qu'en fait c'est une cascade de courroies, le réducteur en fait c'est une cascade de courroies qui évite d'avoir ce système d'erreur périodique, parce que ça demande beaucoup moins de précision. Et en fait, la précision, elle n'est pas générée par le système de poulie courroie, elle est générée par un codeur qui se trouve tout autour de l'axe et qui va lire la position de façon très précise où il se trouve. Et il va compenser à chaque moment les erreurs mécaniques. Alors, en fait, le système ici a l'avantage d'être très peu cher. Par contre, le codeur a le désavantage d'être, lui, très cher. Parce qu'il faut des codeurs avec énormément de points. Ensuite, on a le dernier né des systèmes qui va, à mon avis, se démocratiser dans l'avenir. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, on va commencer à avoir des montures pour les petits amateurs avec le système Direct Drive. Mais bon, pour le moment, on reste sur des montures très chères. Là, pour vous donner un exemple de ce système, c'est la grosse monture que je vous avais montrée tout à l'heure à 53 000 euros. On est sur 63 millions de pas par tour. Donc on a une précision tout à fait intéressante. Alors le système, en fait, l'avantage de ce moteur-là, c'est qu'en fait, c'est à la fois un codeur et à la fois un moteur. Donc en fait, il n'y a pas d'intermédiaire mécanique, on passe directement, c'est le moteur qui crée la rotation en direct. Il n'y a pas de système de réducteur qui pose des problèmes de précision ou autre. Donc, en résumé, donc, pointage photo ou pas, visuel ou astrophoto, avec ou sans autoguidage. Et donc voilà pour cette session qui reprendra donc le 21 mars pour la partie optique. Là, on rentrera plus dans le détail de l'optique. Il y aura plus de choses à voir parce que bon, les montures ça reste quand même assez simple, hein, même si on pourrait rentrer plus dans le détail, mais bon, c'est pas le but de non plus trop surcharger. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit peu le tour des différents instruments. Et là, on va pouvoir chacun rentrer dans le détail de la vision des gens qui ont ces instruments et puis comment ils l'utilisent.
les avantages, les inconvénients, etc. Et ça permet éventuellement aux personnes qui voudraient acheter un télescope d'avoir les bons renseignements. Voilà. Merci. Bon, on va commencer par le plus simple. Celui-ci. Vous approchez. Alors ça, c'est l'appareil de base. C'est-à-dire que vous n'avez... C'est un petit peu comme un pied photo. Hein? On peut allumer, oui, bien sûr. Oui, il n'y a plus besoin de ça là-bas. C'est un peu comme un pied photo. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que c'est plus stable qu'un pied photo. Hein. C'est un pied photo, ça dépend. Bon, il y en a qui sont... Il y a des super pieds photo, mais c'est le prix, c'est même plus cher que ça. Et pour faire de l'astronomie, si vous avez un pied photo, le problème, c'est qu'il faut faire un système pour accrocher votre appareil. Tandis que là, il est déjà tout prévu. Donc là, c'est une lunette qui vient se positionner ici. Hein, et on vient coincer la lunette dans ces trous-là. Alors, une fois que c'est en place, après, on peut tourner en dessert. Et on tourne comme ça et comme ça. Alors ça sert surtout, ce type d'appareil, ça sert surtout pour faire du terrestre. L'inconvénient du terrestre en astronomie, c'est que l'image est inversée dans une lunette. C'est-à-dire ce qui est en haut est en bas, ce qui est à droite est à gauche. Ça dépend aussi comment on met un renvoi coudé, qui des fois c'est dans le même sens pour le renvoi coudé. Et alors, c'est très bien pour commencer ça. Ça c'est le genre de truc, on achète ce genre d'appareil pour débuter. Alors après, si on est mordu par l'astronomie, eh bien on passe à des instruments un peu plus sophistiqués. Alors entre-temps, il y a d'autres instruments qui sont un peu basés comme ça, sauf qu'ici, vous avez un système avec roue et vis sans fin, comme on a vu là, où vous pouvez tourner et ça vous tourne avec des flexibles qui vous permettent de vous positionner, mais en azimutal, c'est-à-dire en monte, à gauche, à droite. Et pour suivre la rotation de la Terre, on a vu tout à l'heure que, en fait, les étoiles ont l'impression qu'elles montent et elles redescendent. Qui monte et un mouvement qui tourne. Et avec ce type de monture, on ne peut pas faire qu'un seul mouvement. Il faut faire tourner les deux. L'inconvénient du système, avec les roues et vis sans fin, c'est que vous avez des flexibles comme là-bas. Alors ces flexibles, quand vous tournez, ils ont tendance à faire ça pendant un moment. Si bien que votre instrument qui est ici, eh bien, il va vibrer pendant un certain temps. Et souvent, surtout si vous avez des grossissements, enfin des grandissements assez importants, eh bien, le temps que ça stabilise, votre objet est parti. Donc il faut le mettre sur le côté, et puis vous le tournez jusqu'à temps qu'il soit juste sur le bord, et on sait bien que sur le bord, l'image est moins bonne que, je parle du visuel, hein, je ne parle pas de photo là. Donc l'image est moins bonne sur le bord qu'au centre. Et alors, bien sûr, quand elle va être bonne, il va vite passer de l'autre côté. Alors il faut le retourner, et puis pendant ce temps-là, ça fait ça. Donc c'est très bien pour regarder la Lune, par exemple, pour regarder les objets genre Saturne et encore sur Saturne, vous verrez bien sûr l'anneau, mais vous n'arriverez pas à voir quelque chose de... Ça va bouger, quoi. Donc ça sera moins bien que si vous avez un système de suivi de guide. Ça, c'est le premier instrument. Alors après, vous avez un autre instrument qui est le pied photo. Hein. Vous pouvez mettre une paire de jumelles dessus. Ah, là, on ne peut pas mettre de paire de jumelles, mais il existe sur le pied photo, à ce moment-là, pour mettre vos jumelles, il faut vous faire une petite, une équerre comme ça. Et sur chaque paire de jumelles, si votre paire de jumelles elle est adaptée à l'astronomie, vous avez ici un système de vis c'est ce qu'on appelle au pas Kodak. Vous connaissez les appareils photo. Sous l'appareil photo, vous avez un pas qui est un pas spécial, c'est le pas Kodak. Et vous achetez ça, et vous coincez votre équerre, et à ce moment-là, vous pouvez aller où vous voulez. On peut le faire aussi avec un bâton, hein, mais c'est moins pratique. Là, avec un appareil, avec un
Un pied photo, c'est pratique pour poser vos jumelles. L'inconvénient, c'est que si vous regardez au zénith, vous tapez dans le pied. Et ça, pour tout ce qui est planète, c'est bien. Les planètes aux jumelles, c'est à la limite. Vaut mieux regarder le ciel profond, des objets du ciel, genre les Pléiades, par exemple, certaines nébuleuses, et puis certaines galaxies, comme la galaxie d'Andromède, aux jumelles. C'est même mieux aux jumelles à voir qu'avec un télescope. Hein. C'est-à-dire que le premier instrument qui serait intéressant à acheter, c'est une bonne paire de jumelles, lunettes. Et puis si vous êtes pris par l'astronomie, vous passez sur des instruments un petit peu comme on a vu tout à l'heure. C'est de gros instruments. Alors entre les deux, vous avez des systèmes sans pieds comme ça, mais vous avez ce qu'on appelle, on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle le Dobson. Alors le Dobson, c'est pareil, c'est azimutal. Alors ça bouge dans ce sens-là et ça bouge. Fred, ça bouge comme ça, voyez. Alors c'est mis sur des patins. C'est des patins en téflon qui glissent sur la. C'est du téflon sur téflon. Alors ça glisse, c'est très facile à manipuler. Si on le. Je ne sais pas comment il marche celui-là. On desserre un petit peu. On desserre légèrement et on le fait bouger. Alors un autre avantage de ce système-là, d'abord ça se monte sur une table. Et puis on peut rentrer le tube pour le transport, c'est impeccable. Alors ça c'est bien pour les jeunes qui débutent. Alors après, hop, on sort le système. Alors là, et la monture est très simple. Je ne vais pas les serrer là. Voilà. Ça pour débuter aussi, c'est très bien, ce système-là. Ça a l'avantage d'être transportable. Pas cher. Et pas cher. Hein. Et en fait, on peut atteindre des diamètres rapidement de 200-250 mm pour des prix, je ne sais pas, on doit être aux alentours de 500 € pour un 250 mm. Je sais pas oui, alors ça c'est un tout petit, hein, mais il en existe des gros de 400 mm qui sont sur le même principe, où ça glisse dessus, comme ça, et un système qui monte et qui descend. Et on peut même adapter sur ces systèmes-là, sur les 400 mm par exemple, ou 450. On a quelqu'un de l'association qui en a un. Et il y a un système de moteur qui permet de suivre au moins sur un axe. En fait, il suit sur les deux axes. Il suit sur les deux axes, oui. Pour pouvoir compenser voilà. Les deux mouvements qui sont imprimés mais par c'est pas une monture. monture, il suit sur les deux axes bougent en même temps. Alors que sur les montures allemandes, comme ça, il n'y a qu'un seul axe qui est actif. Là, les deux axes, ça permet de faire une interpolation pour trouver l'objet et le suivre. Surtout le suivre. Alors après, il y a d'autres systèmes. On va passer sur... je pense celui de Camille. Là, azimutal. Alors ça, c'est la même chose que ce qu'on a vu par... comment ça s'appelait, à fourche. Mais sauf qu'au lieu d'avoir deux fourches, il n'y en a qu'une. Alors l'avantage du système, c'est que c'est un système qui, pareil, c'est azimutal, hein, c'est-à-dire que ça bouge comme ça et ça bouge en même temps comme ça pour suivre l'étoile. Et il y a un système aussi, là, avec c'est un petit ordinateur. Hein. Tu peux pas le faire aussi oui, il est branché là-bas. Mais sinon, si vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC. L'appareil est vendu avec une raquette qui vous permet... de choisir l'endroit où vous vous situez, parce que bien sûr, suivant que vous êtes à Limoges ou vous êtes à Paris, vous n'avez pas le même ciel, vous n'avez pas la même hauteur de l'étoile polaire, enfin il y a un tas de choses, et puis ça vous permet de mettre l'heure pour essayer le système après va vous trouver des étoiles de référence pour démarrer. Donc une fois que vous avez mis votre étoile de référence, il est parti. Alors, il va vous demander, vous mettez l'heure, vous mettez le lieu, enfin les coordonnées du lieu, et après, il va vous demander, par exemple, une étoile, je ne sais pas moi, Beltégieuse par exemple, et vous appuyez sur le bouton, et il va aller près de l'étoile. Mais ça dépend, et il ne va pas trouver du premier coup. Et à ce moment-là, vous avez ici, sur la raquette,
vous avez des possibilités d'aller à droite, à gauche, de monter et de descendre. Et vous mettez l'étoile ici, enfin, il faut vous la trouver. Une fois qu'elle est trouvée, cette étoile-là, eh bien, vous validez comme quoi c'est cette étoile de référence. Après, il vous en demande si vous pouvez en faire 2, 3, 4, autant que vous voulez. Une, c'est pas assez, vous en avez pas assez pour que ça suive. Ça va suivre, mais ça va être difficile comment dire. Pardon? Après, il faut réaligner. Il faudra, alors, si vous en prenez 2, c'est mieux. Et si vous en prenez 3, c'est très bien pour la soirée. Mais ça, c'est pas fait pour faire de la photo. Hein. C'est simplement du visuel. Donc cet appareil-là, il est très pratique pour ça. Hein. Enfin, ce type de monture pour faire ça. Les autres montures, c'est le même principe. Hein. Ces montures-là aussi, même principe avec une raquette. Vous pouvez rajouter derrière un ordinateur, mais c'est pas obligatoire du tout. Hein. Alors, je peux Oui, me vas-y. permettre, c'est qu'en fait, la raquette, alors ça c'est valable aussi bien pour les montures azimutales qu'équatoriales. La raquette va vous permettre de pointer des objets que vous connaissez, enfin, ou moins dont vous connaissez le nom. L'avantage de l'ordinateur, c'est que ça va vous présenter des objets sur la carte, et que même un objet que vous ne connaissez pas, vous cliquez droit dessus, et puis vous allez vous utilisez le menu Goto et hop, vous y allez. Et donc ça vous permet surtout, le gros intérêt, moi, ce que j'ai trouvé qui était génial, ça me permet de découvrir des objets que j'avais jamais vus. Parce que c'est vrai que quand on est de nuit avec juste la raquette, bon alors on pointe quoi? Bon, allez, alors on refait déjà tout le catalogue de tout ce qu'on connaît, qu'on a déjà vu 100 fois. Alors qu'avec l'ordinateur, alors on va se dire, tiens, celui-là, je ne le connais pas, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que je vois quelque chose ou pas? Après, ça dépend du télescope et du matériel qu'on a derrière, mais c'est vrai que... Mais il y a aussi la possibilité... C'est surtout cet intérêt-là, enfin, moi, c'est celui qui m'a convaincu. Après, il y a d'autres utilités, alors, notamment, surtout pour l'équatorial, qui permettent d'utiliser après l'autoguidage ou des choses comme ça, de façon beaucoup plus... intuitif que les systèmes, comme je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le système. C'est un système autonome en fait, bon, mais qui se couple sur le ST4 de mémoire. Mais bon, ça fait en fait plusieurs systèmes pour pouvoir. L'avantage de l'ordinateur en outil équatorial, c'est qu'en fait on regroupe tout sur le même écran. Et il existe même un logiciel comme Prism, par exemple, qui permet de tout gérer sur le même écran, aussi bien la capture de la caméra que le pointage, que le guidage, que tout. Mais bon, c'est un logiciel payant, donc j'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui. Mais ceci dit, on peut s'en servir rien qu'avec la raquette. Oui, bien sûr. Hein, pour commencer, on se sert avec la raquette, comme a dit Eric, une fois qu'on connaît tous les objets, après on peut faire d'autres choses. Il y en a 4000. Oui, il y en a déjà 4000, donc avant de faire le tour. Et puis il y a d'autres options aussi à l'intérieur. On peut, par exemple, si vous connaissez les coordonnées d'une comète, vous pouvez rentrer les coordonnées, ça va aller sur l'objet dont vous avez les coordonnées. Alors que là, vous faites la mise à jour et puis vous avez directement la comète sur la carte. Voilà, elle est directement là-bas sur la carte. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC. Alors après, vous avez... Juste un point quand même, c'est qu'avec ce type d'instrument, on peut quand même faire de l'astrophoto en planétaire, sur des objets comme la Lune, Jupiter, Saturne, tous les objets un peu brillants. Il n'y a aucun problème pour faire de la photo avec. Après, pour faire de la photo en ciel profond, c'est possible aussi, mais en utilisant la technique des poses courtes et en utilisant des logiciels qui ont la particularité de superposer les images, mais de corriger en même temps leur position en X, Y et en rotation de champ. Donc Cyril le fait et Deep Sky Stacker le fait aussi. Par contre, on est obligé de travailler en pose courte, c'est-à-dire qu'en fait, la rotation du champ, alors ça dépend de la focale, ça dépend de plein de choses, mais tant qu'on ne détecte pas de rotation de champ sur une seule image, on peut faire des... Alors par contre, ça impose de faire un grand nombre d'images et ensuite de les empiler. Donc il faut
ça prend pas mal de place en termes de mémoire, mais sinon, ça reste faisable. Voilà pour ce qui est des montures alta-azimutales. On va passer aux montures type allemande là-bas. Vas-y Eric, fais-nous une présentation de ton instrument. Monture allemande, équatoriale allemande, donc avec l'axe polaire qui est ici. Ah oui, on ne vous a pas parlé de ça. Une chose importante, sur les types de montures allemandes, il faut faire une mise en station sur l'étoile polaire. Et là, vous voyez derrière, là, on peut l'ouvrir? Oui. Là, vous voyez, il y a à travers cet axe-là, il faut que cet axe-là, il soit orienté vers le pôle. Donc, vous voyez, on démonte là, ça se dévisse. C'est ce qui permet de compenser la rotation de Voilà. la Terre. Alors, ici, vous avez une autre petite lunette qui passe dans la lumière, passe au travers. Et là, la lumière vient de l'étoile polaire. Et ça, cette petite lunette, là, vous permet de vous orienter comme il faut. Alors, il y a un instrument aussi qui est très important dans ce type de monture, c'est ça là-bas. Ça. Voilà, ça c'est... Alors là, il ne faut pas trop vous fier à ce type de... C'est une autre boussole qui est ici, mais c'est réglé en usine chez Uoptron et bon, c'est fait à la chaîne. Hein. Le mieux, c'est de vérifier avec un niveau, si vous êtes bien comme il faut. Donc si votre monture est bien de niveau. Alors vous essayez dans ce sens-là, avec le niveau, vous essayez dans ce sens-là, et vous jouez sur la hauteur des pieds. Alors une fois que vous avez fait ça, après, vous allez ici faire monter et descendre de manière que l'étoile polaire tombe ici. Alors bon, celle-là, il n'y a pas de... Il y en a certaines où ici, c'est gradué. Mais c'est gradué à quelque chose près. Hein. Quand vous voyez... en degrés. Hein, en degrés. Alors c'est à 1 ou 2 degrés près. Alors à 1 ou 2 degrés près, à travers cette petite lunette, vous êtes à côté ou des fois vous êtes dessus. Hein. Donc ça vous donne une idée de l'emplacement de l'étoile polaire. Alors dans ce sens-là, mais dans ce sens-là aussi, il faut prendre une boussole. Alors vous avez votre boussole, vous orientez à quelque chose près sur le nord, et après, vous essayez de trouver l'étoile polaire là-dedans. Et dans cette petite lunette, il y a un petit cercle à l'intérieur, et sur ce petit cercle, il y a soit des graduations sur le côté, soit un petit rond. Et suivant l'heure, vous allez mettre l'étoile polaire dans le petit rond. Sachant qu'il y a une appli sur le téléphone qui permet... Par exemple, sur le téléphone, vous par pouvez connaître, parce que l'étoile polaire n'indique pas exactement le vrai nord. On est un tout petit peu à côté. Donc pour essayer l'étoile polaire, c'est pas elle vous indique la direction du nord, mais pas exactement la position de l'axe de la Terre. Donc à ce moment-là, il faut le mettre exactement dans la position de l'axe de la Terre. Une fois que vous avez fait ça, votre système il est prêt à démarrer. Eh bien, vous jouez avec la raquette qui est là. Même chose, à peu près même chose que celle-là. Là, il n'y en a pas. Ça, c'est alta-azimutal. Francis, je te coupe. Oui. Alors, il y a un système maintenant aussi en plus pour bien pointer l'étoile polaire. On met une petite caméra derrière l'optique de visualisation de l'étoile polaire. Et avec un système informatique, ça permet de mieux positionner au lieu de mettre la position de l'étoile 5 polaire. 5 ou 10 minutes, vous faites ça en 1 minute et demie, 2 minutes. Et c'est très précis. C'est surtout la précision. C'est surtout très précis. Puis surtout quand on veut faire de l'astrophoto. Surtout quand vous voulez faire de l'astrophoto. Mais en visuel, ce n'est pas. Vous pouvez très bien le faire avec le système qui existe à l'heure actuelle. Alors toutes les lunettes que vous achetez dans le commerce n'ont pas automatiquement la petite lunette à l'intérieur. C'est une option. Donc si vous achetez un appareil, il faut faire attention parce qu'elles n'ont pas toutes. Hein. Notamment, par exemple, la mienne là-bas, elle n'avait pas. Il a fallu la rajouter. Plutôt sur les bas de gamme. Sur les bas de gamme. Hein. Voilà. Mais le Q8, par exemple, elle est vendue elle est en option. Voilà, c'est une option. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, ça vient se rajouter sur le côté. Oui. Elle est Alors pas- elle est le pas- Q8, pas partie- l'inconvénient de Q8, c'est qu'il y a un système qui vous le déporte ici, et chaque fois que vous le démontez, ah ben, il faut remettre comme il faut, et vous avez une chance sur deux de tomber comme c'était au début. Donc, et normalement, le Q8, c'est une monture qui est faite pour tenir 50 kg, et ces montures-là, on ne les transporte pas chaque fois sur le terrain. C'est fait pour un observatoire fixe. Enfin, surtout pour un observatoire fixe. On peut la transporter sur le terrain. Nous, on la transporte sur le terrain, sauf que pour la mettre en station, il faut un certain temps. Voilà. Alors après, vous avez... Attends, juste, vas-y. un petit truc. S'il y a des gens qui ont envie de savoir si leur niveau est juste, moi j'ai pu récupérer un niveau de métrologie. Donc il a une précision de 2 centièmes de millimètre par mètre. Donc s'il y en a qui veulent savoir si leur niveau est juste, il suffit qu'on mette quelque chose de bien de niveau sur les deux axes et après Déjà pour dégrossir, pour savoir s'il est juste votre niveau, ou ce que vous regardez, c'est si votre niveau est juste. Vous prenez comme ça, vous regardez où est la bulle, vous le tournez comme ça, et si la bulle est au même endroit, c'est bon. Hein. Si elle est arrivée d'un côté ou de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un premier temps. Après, on peut se servir de cet appareil. En fait, le principe d'un niveau, c'est qu'en fait, c'est le tube où il y a la bulle, en fait, c'est un morceau d'arc de cercle. Et celui-ci il a un rayon d'environ 150 mètres. Donc, c'est vraiment 2 centièmes de millimètre par mètre, c'est pas gros. Ça fait l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Celui-là, il est un truc qu'on Voilà, trouve s'il y en a à qui ont un jour besoin d'étalonner. ça, c'est pas le même prix. matériel. Hein. Il y en a un qui vaut 100 fois le prix de l'autre. Oui. Mais bon, moi, il partait à la poubelle, donc Ah oui. il m'a pas coûté bien cher. Bon, alors, dernier appareil. Donc voilà le dernier appareil. Donc ça c'est un système Goto. Donc c'est une monture EQ6 Pro qui n'est pas toute récente. Il existe des versions, enfin les versions plus récentes sont un peu plus sympas du fait qu'elles sont entraînées par des courroies. Et puis après il y a encore d'autres avantages. Alors moi la particularité en fait par rapport à cette monture, il y a à peu près les mêmes options. Hein. Après c'est peut-être une différence de poids, je sais pas combien elle peut supporter celle-ci. 20 kg, bah, c'est le même niveau. Après moi en fait je l'ai complètement informatisé, je vais l'informatiser au maximum dans le but de le mettre en fixe pour pouvoir faire des choses répétables parce qu'en fait le fait de démonter, remonter, remonter, ça fait qu'en fait la mise en station elle est jamais nickel. Il y a toujours des petites choses qu'il faut peaufiner. Et donc ça va permettre de faire du travail sur le plus long terme. Alors je peux vous montrer un peu la souris. Alors je ne vais pas le faire bouger beaucoup parce que comme il n'est pas vraiment mis en station, je ne voudrais pas qu'il se mette à aller voir le sol. Mais normalement, vous pouvez passer ma souris. Voilà. Si je fais un Goto, donc là le télescope en fait il se pointe tout seul. Alors c'est le même principe que ce soit le Nexstar ou celui-ci, c'est-à-dire que en fait il va falloir au départ, une fois qu'on a fait la mise en station, il va falloir faire ce qu'on appelle l'alignement, donc sur plusieurs étoiles. Alors là on le fait avec une raquette. L'avantage des systèmes Skywatcher, c'est qu'on peut le faire aussi directement ici. Par exemple, si en admettant que là, je dis j'ai pointé cette étoile, je regarde dans le porte-oculaire et puis je vois pas l'étoile. Donc je vais utiliser le chercheur. Enfin moi, j'utilise plutôt même le laser. Et en fait, je peux bouger mon étoile, je peux bouger mon télescope. Voilà. Alors, je vais le mettre en mode 4 pour que vous puissiez voir. Voilà, je peux finir de le bouger comme ça avec la manette. Donc là, imaginons qu'il soit... je vais faire décaler un petit peu. Voilà. Là sur l'écran, vous voyez,
En fait, le carré s'est décalé par rapport à l'étoile elle-même. Là, pour faire mon alignement, en fait, j'ai juste à faire synchroniser l'étoile. Et vous allez voir qu'il va revenir. Voilà, il me demande de confirmer. Et hop, il repositionne exactement le référentiel par rapport au ciel. Ça a un avantage parce qu'en fait, on peut tout au long de la nuit faire des alignements. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pointe un objet, si on trouve qu'il n'est pas au milieu, ben, on le recentre puis on aligne sur cet objet. Ça peut être une galaxie, une planète ou une étoile, n'importe quel objet connu car du ciel va permettre de faire ça. Alors là, je vais ouvrir quelque chose d'autre. En fait, ce système-là, il a... Alors, je suppose que ça marche aussi là-bas. Tu as un port ST4? Oui. Sur la monture, normalement. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour pas empiéter trop sur l'autre partie, mais en fait, ici, j'ai une caméra de guidage qui va permettre en fait de compenser les défauts que je vous disais tout à l'heure par rapport aux roues tangentes vis sans fin qui font des erreurs périodiques. Et ça, ben, ce genre de monture, malgré qu'elle soit quand même très performante, ça reste. Ben, c'est pas une monture à 50 000 euros, hein, donc la mécanique, elle n'est pas hyper précise. Du coup, on utilise ce qu'on appelle un système d'autoguidage. En fait, on branche un câble sur la caméra d'autoguidage. Donc là, ça peut être soit comme ici sur un diviseur optique, soit sur une deuxième lunette qui pourrait être mise en parallèle au télescope et qui est reliée à la monture ici. Et en fait, le logiciel, donc le PhD Guiding, va détecter le moindre mouvement par rapport au champ de la caméra et en fait, il va compenser ce défaut en pilotant la monture de façon extrêmement précise et qui va permettre à l'objet de rester toujours à sa place. Alors ça n'empêche pas les coups de vent et les choses vraiment importantes, mais globalement si la mise de son station est bonne, on doit avoir un guidage assez intéressant. Tout ça pour dire que si on veut faire du visuel, on peut très bien par exemple partir sur un télescope de type Dobson piloté. Un copain qui en a un, c'est vrai que c'est un 350, hein, donc on voit vraiment vraiment des super observations avec, en visuel. Alors, de mon point de vue, ça reste limité parce que le fait que ça soit du visuel fait qu'on est limité, de toute façon. Pour avoir observé derrière un télescope d'1 mètre, en fait, on ne peut pas aller guère plus loin parce qu'après, la pupille de sortie est tellement grosse que de toute façon, même avec un télescope de 2 mètres, vous n'y verrez pas plus. Et donc, l'utilisation des caméras permet de voir en direct des objets. La plupart du temps, on voit que des taches floues, pour être honnête. Quand on reçoit des visiteurs derrière un télescope, les gens disent, vous avez tous entendu cette phrase, mais c'est quoi qu'il faut voir? Généralement, le gars répond, vous voyez la tache floue au milieu là? C'est ça. Bon. Donc, moi, je trouve que l'avantage du système complètement informatisé, c'est que ce qu'on voit, c'est pas des taches floues, c'est vraiment les objets. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir assouvir sa curiosité de façon beaucoup plus pertinente. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Ah oui, sur l'aspect mise en station. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a les anciennes méthodes, si on veut vraiment quelque chose de très précis, comme par exemple la méthode de Bigourdan, qui consiste en fait au lieu de viser l'étoile polaire, en fait, on vise une étoile proche de l'équateur avec le télescope, et en fait, on observe la dérive et on compense les réglages en hauteur et en azimut de façon à ce qu'il n'y ait plus de dérive. Alors ça, c'est une méthode qui est très longue, qui est bien si on veut mettre un télescope en fixe, par exemple.
ça vaut le coup d'y passer 3 à 4 heures. Et puis, plusieurs nuits. Voilà. Si on veut quelque chose de très précis, il faut passer plusieurs nuits. Après, c'est vrai que les systèmes maintenant, les systèmes comme la caméra dont tu parlais, sont extrêmement précis et ça se fait en quelques minutes. Enfin, quand on n'a pas l'habitude, je pense qu'il faut bien compter une demi-heure. Mais bon, c'est toujours mieux que... Après, il y a une méthode, notamment sur les montures Q6, que j'ai dessinée là-bas, pour ceux que ça intéresse. En fait, que j'utilise avec le système Qmode. Je vais remettre le système Qmode. En fait, je vais l'enlever celui-là. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, avec le Qmode, en fait, il nous dit ce que Francis parlait tout à l'heure sur l'application qu'on voit sur le téléphone, là. À savoir qu'en fait, par rapport à la verticale, en fait, l'étoile polaire se trouve là où il y a le petit point blanc. Là. Et alors, en fait, voilà comment ça se passe. Parce que là, je viens par là. Donc la première des choses, c'est bien sûr de mettre la monture le plus parfaitement possible à l'horizontale, parce que c'est ce qui va constituer le référentiel. Ensuite, on vient pointer l'étoile polaire au centre de la croix. Et comme notre monture est parfaitement alignée avec l'horizontale et la verticale, ce qu'on fait, c'est qu'on descend l'étoile polaire jusque dans le petit anneau qui est là. Alors en fait, l'anneau, il peut très bien être ici. C'est-à-dire qu'en fait, je descends l'étoile polaire jusque là, et ensuite je tourne le télescope de façon à ce que l'anneau corresponde ici. Alors après, il y a des techniques qui permettent de le faire ou ici, ou ici, ou ici. Mais bon, on va rester sur une seule technique pour rester simple. Donc là, on en est là en fait. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pointé l'étoile polaire, je l'ai mis au centre. Là, j'ai levé l'axe vertical du télescope. Ensuite, je demande au télescope avec le système Qmode là de tourner en fait l'axe de façon à ce qu'il me trouve la position de l'étoile polaire par rapport à cet axe. Une fois que c'est fait, en fait, il ne me reste plus qu'à jouer sur l'horizontale et la verticale pour venir remettre l'étoile polaire dans le petit anneau. Et là, j'ai ma mise en station qui est normalement assez bien, déjà. C'est pas parfait, mais c'est quand même déjà pas mal. Alors bon, ça évite l'achat de la caméra, mais la caméra reste quand même plus performante, faut être honnête. Voilà. On va voir un petit peu la mécanique, comment c'est fait là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ici, vous avez une couronne qui a des crans. Et il y a une vis qui vient, comme on a vu tout à l'heure, tangenter. Et quand on tourne la vis ici, on fait tourner la vis qui est là et ça fait tourner la roue dentée dessous. Donc, et ça, c'est le fameux principe le plus simple. Alors, il y a des systèmes qui sont en aluminium. Alors ça s'use très vite. Vaut mieux avoir bronze sur bronze. Parce que le bronze des âges, c'est un matériau qui est naturellement... il y a comme comme de la graisse à l'intérieur. Enfin, c'est pas de la graisse, mais ça permet. C'est un peu. Il est auto-lubrifiant, si on veut. Et puis surtout, il a une dureté intrinsèque voilà. Qui est beaucoup bien supérieure à l'aluminium. Voilà. Ah, pourtant, c'est mou, quoi. C'est mou, ouais, mais c'est... même le bronze aussi, non? Non, le laiton est mou. Ah, le laiton est mou. Oui, le bronze, en fait,